Chapitre 20. Une fois planifiée la question des bâtiments et du chauffage, restait à organiser le ravitaillement quotidien. Les approvisionnements, via les centrales d'achat des grands distributeurs, étant très irréguliers, il devenait difficile de se fournir dans les grandes surfaces, à moins d'être sur place pour guetter les arrivages. Les prix avaient en outre flambé, la plupart des denrées ayant parcouru des centaines de kilomètres ou plus en camion. Fort heureusement, le marché bi-hebdomadaire de Münster, au pied de l'ancien palais abbatial, était bien achalandé et ne se trouvait qu'à 5 kilomètres. Mais il n'était pas rare que les producteurs présents replient leur étal à 9 ou 10 heures du matin en ayant tout vendu. Hubert, sur une proposition de Marco, prit contact avec l'un d'eux pour le décider à venir vendre ses produits en direct au village. Le maraîcher promit de s'arranger. Son beau-père le suivrait avec la vieille camionnette et poursuivrait jusqu'à Mühlbach, tandis que lui-même s'installerait à Münster. Mais comme le dit beau-père était âgé et malade, il faudrait une ou deux personnes pour déplier les tréteaux et mettre en place la marchandise à sa place. Joël et Marco s'étaient immédiatement portés volontaires. À terme, cela risque de devenir de plus en plus compliqué de s'approvisionner, Analysa Hubert avec lucidité lors d'une nouvelle réunion de MVT organisée le soir de la Saint-Nicolas. Pour les produits de confort, à la limite on s'en fout. Mais pour la nourriture, ça pourrait devenir problématique. Vous avez peut-être des pistes à proposer pour se débrouiller localement. Comme vous commencez à bien vous y connaître en matière de potager et de conserve, ajouta-t-il à l'adresse des fichères. Oui, en gros, on assure 3/4 de nos besoins en fruits et légumes. Confirma Malika. Et encore, c'est surtout parce que j'aime trop les bananes et les oranges qui ne poussent vraiment pas dans le coin. La viande, on s'en passe volontiers, à part un lapin ou une poule de temps en temps. Les œufs, il y en a quasiment toute l'année. Si on ne laisse pas faire Lionel, qui dévorerait toutes les poules. Intervint Léa, blagueuse. Ce qui nous manquerait, c'est le pain, dit Paul. On a déjà pensé à cultiver du blé et du seigle, mais on manque de place. Il paraît que le lupin est intéressant aussi. Alors, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Se réjouit Hubert. Je me demandais s'il serait possible, d'après vous, de semer des céréales derrière le terrain de sport, où la commune dispose d'une grande parcelle en jachère d'1 hectare et quelques. Il ferait préparer le sol au préalable, mais oui, pourquoi pas, confirma Paul. Je vais me renseigner et voir aussi avec Frédéric Koenig ce qu'il en pense. C'est lui l'agriculteur du village, même s'il est éleveur et pas céréaliculteur. Il peut être de bons conseils. Très bien. Se réjouit Hubert. Je me demandais aussi si vous pourriez réfléchir à des plantations d'arbres fruitiers, de petits fruits et de légumes, là où on trouvera un peu de place. Ça peut être le long des chemins, sur les rives de la Fecht, sur les terre-pleins. La commune pourrait financer les semences ou les plants, et on associerait les gamins de l'école et leurs parents. J'ai entendu dire que ça se fait en Angleterre depuis un bon moment, et que plein de grandes villes s'y mettent, en France aussi. Marco exultait. Que le maire suggère spontanément une action que lui-même rêvait depuis le début de mettre sur pied, c'était mieux que génial. C'était inespéré. Oui, au Royaume-Uni, on les appelle les Incredible Edibles. En France, les incroyables comestibles. Il paraît qu'à Todmorden, là où le mouvement a démarré, ils sont arrivés à rendre la ville pratiquement autosuffisante. En France aussi, plusieurs villes comme Albi et Avranches s'y mettent aussi. Et ça se développe à toute vitesse sur les autres continents. Toronto, Kinshasa, Rosario en Argentine, Casablanca. Et tout ça à l'initiative de simples citoyens. Il va sans dire que MVT est partant. On va faire un tour du village ensemble pour voir ce qu'il y aura moyen de planter. La soirée se conclut agréablement autour d'un vin chaud et de délicieux manala confectionnés par Joël, qui, depuis qu'elle était chômeuse, régalait tout le monde de pâtisseries et de petits plats plus succulents les uns que les autres. La séance décisive du conseil municipal aurait lieu le lendemain soir. Hubert appréhendait l'accueil que les conseillers réserveraient à son programme de survie, qu'il avait finalement baptisé « plan de résilience » sur les conseils de Marco, histoire de ne pas déclencher le branle-bas ou de panique générale. Les adjoints eux-mêmes y allaient à reculons. Ils ne semblaient pas prendre la mesure de l'ampleur des recadrages à venir. Finalement, la réunion se passa mieux que prévu, à la faveur d'une coïncidence bien triste, mais révélatrice des enjeux du moment. On avait appris le matin même dans les journaux qu'une caissière et un agent de sécurité avaient péri dans le pillage d'un supermarché en Moselle, tandis qu'en Alsace, 2 chauffeurs routiers et leurs véhicules avaient été pris en otage sur une aire d'autoroute. On était sans nouvelles des personnes comme des camions et de leur chargement, du fioul domestique pour l'un, des plats surgelés pour le second.
Hubert avait annoncé d'entrée de jeu que la situation était préoccupante, mais que la commune bénéficiait fort heureusement de conditions très propices. Population stable et unie, ressources en eau et en bois très abondantes, terres de qualité en quantité importante, nombreux savoir-faire disponibles localement. Il déroula sans être interrompu son plan d'action. Il y eut quelques débats sur la difficulté à se séparer, même temporairement, de son chez-soi et de ses affaires, surtout pour les plus âgés. La majorité des conseillers admirent en revanche qu'il pouvait être positif pour les seniors de sortir de leur isolement, même si cela poserait immanquablement des problèmes pratiques liés aux différences de mode de vie. À titre d'incitation, la commune consentirait aux déplacés comme aux accueillants une réduction de 50% sur leurs abonnements d'eau et taxes communales. La proposition émanait du groupe d'opposition, mais elle fut adoptée à l'unanimité, au motif qu'un geste de la municipalité en faveur de ceux qui joueraient le jeu du regroupement était plus que souhaitable. Le plan de résilience fut validé en bloc, avec 2 abstentions seulement. On suggéra que Marco, présent ce soir-là, au titre de simple auditeur, ainsi que Paul, Léa, Nussbaumer et Laure, seraient désormais conviés officiellement aux séances de conseil. On les solliciterait ponctuellement pour un avis consultatif ou des compléments d'information. On décida aussi, sur la proposition d'une conseillère municipale, d'instaurer des rendez-vous solidarité, où les habitants pourraient faire part de leurs difficultés ou de leurs observations, afin qu'on réfléchisse collectivement à la meilleure réponse possible. On pourrait aussi y donner ou échanger librement des objets et denrées en fonction des besoins ou possibilités de chacun, selon le principe « ce qui ne me sert pas peut servir à d'autres ». Un adage particulièrement vrai pour les semences, les vêtements, les articles de puériculture, voire pour le mobilier ou les outils. Ces rencontres auraient lieu chaque dimanche à partir de 16 heures au foyer paroissial, puisqu'il avait été décidé qu'il serait chauffé en continu. Elles se concluraient systématiquement par un repas partage et une petite fête avec musique, danse, jeux de société ou théâtre, selon les possibilités qui s'offriraient. Conformément à l'esprit de l'ex-CCC, chaque rendez-vous de solidarité serait précédé d'un atelier spécialement dédié aux enfants, avec des lectures d'albums, des jeux, des chants et un moment de bricolage ou de cuisine facile. MVT fut chargé d'organiser un planning et de contacter les intervenants. Pour que les ados ne soient pas en reste, il y en avait une petite trentaine dans le village, on leur proposerait de disposer du local le samedi soir pour y organiser des fêtes, à charge pour eux de le laisser en état d'accueillir l'office dominical. Léa se proposa pour les accompagner dans l'élaboration de leurs rencontres, à condition qu'on commence par établir avec eux une charte qui exclurait notamment la consommation d'alcool. Dès le lendemain, la tournée des foyers se mit en place. La tâche était certes conséquente, mais l'adhésion des membres du conseil, de MVT et de quelques volontaires permit de réduire sensiblement la taille des périmètres. Chacun avait entre 15 et 20 foyers à rencontrer. Paul, qui galérait avec le train en raison des suppressions de rames et des retards récurrents, n'en prit que 6 à son compte, car il rentrait souvent très tard le soir. Léa se chargea davantage. Les incessantes absences de professeurs liées aux difficultés de transport lui laissaient pas mal de temps libre. Elle s'inquiétait en revanche pour son bac, car il était probable que cette promo de terminale y serait particulièrement mal préparée. Ses excellents résultats aux épreuves anticipées en juin dernier ne parvenaient pas à la rassurer complètement. Globalement, l'accueil par les habitants fut très positif. Tout le monde s'inquiétait de l'approche de l'hiver et se demandait comment faire face. Plusieurs, notamment parmi les seniors, avaient mis leur maison en vente dans l'espoir de s'acheter un logement moins vaste, plus accessible et surtout moins énergivore. Mais la probabilité de conclure une transaction satisfaisante dans une période pareille était plus que mince. L'annonce des livraisons de légumes le samedi matin fut un premier soulagement qui fit passer plus facilement la pilule du non-déneigement, difficile à avaler pour certains. Un bon tiers des familles se dirent prêtes à accueillir une personne isolée ou en situation de précarité énergétique, certaines en précisant d'emblée qu'elles demanderaient une participation financière pour les charges, ce qui était légitime. Presque tous les villageois excentrés acceptèrent, à l'instar de Nussbaumer, l'idée de devoir se replier dans le bourg même. Ce dernier se fit une joie de passer quelques mois chez Joël, qu'il appréciait depuis toujours. Ils y seraient rejoints par une famille avec 4 enfants, domiciliés dans une ancienne ferme entre le Braunkopf et le Gachenay. Pour la plupart, les maisons les plus inaccessibles étaient des résidences secondaires. De celles-là, il fut décidé de ne pas se soucier, sauf si leur propriétaire sollicitait une intervention pour la vidange des canalisations et des radiateurs le cas échéant.
Un arrêté fut promulgué disant que la commune se réservait le droit de fermer et de purger les antennes, c'est-à-dire les portions terminales du circuit d'eau où aucune circulation n'était réalisable, afin de se prémunir contre un gel en profondeur. À la faveur du recensement, Jacques Husser, un habitant du lieu d'Issendenbach, fit une offre qui allait s'avérer particulièrement judicieuse et riche en retombées positives. Il s'était fait livrer à l'automne une petite voiture électrique. En tant que jeune retraité, il ne s'en servait que très ponctuellement pour des trajets de confort, rarement liés à un impératif d'horaire. Il proposa de mutualiser et d'optimiser son fonctionnement en la partageant avec celles et ceux qui souffraient le plus de l'augmentation du gasoil. Extra, mais quel intérêt y trouverez-vous? Sankilor, qui avait reçu la proposition. Eh bien, je vous avoue qu'avec ma petite retraite, je suis un peu inquiet pour l'avenir. Ma femme n'a été salariée qu'une dizaine d'années en tout, autant dire qu'elle ne touchera rien. Je me suis dit qu'en troquant le prêt de la voiture contre du bois ou des légumes, on s'en sortirait peut-être un peu mieux. Demander de l'argent, je trouverais ça gênant, mais avec des petits échanges, ça passerait bien. J'en ai parlé à mon assureur, il dit que ça poserait pas de problème particulier. Juste au cas où quelqu'un bousillerait la voiture, la franchise serait pour sa pomme. Intéressant en effet, mais le problème, c'est que celui ou celle qui aura besoin de la voiture n'aura peut-être pas de légumes ou de bois à proposer. Mais je note la suggestion. On va y réfléchir. C'est de Léa que vint la bonne idée lors de la réunion MVT du 15 décembre. Elle se souvint avoir lu un article concernant un système de troc où chaque participant dispose d'un compte en crédit débit qu'il alimente ou consomme en fonction des services rendus ou reçus. Ça s'appelle un système d'échange local, ou SEL pour faire court. Précisa la lycéenne. C'est de l'échange tout bête. Objecta Nussbaumer. Ça, on le fait tous déjà. Non, pas vraiment, car tout est mutualisé à l'échelle de la communauté. Celui qui renvoie l'ascenseur n'est pas forcément celui qui a bénéficié du service. Oula, là, je décroche. Prévint Joël. Je prends l'exemple de la voiture électrique. Suggéra Léa, pédagogue. Jacques prête la voiture à Joël. Joël apporte une tarte à Paul. Paul débouche l'évier d'Anne-Cécile. Anne-Cécile donne du bois à Jacques. Moi, ça m'a toujours excité, le coup du beau plombier qui débat son gros outil. Roucoula Anne-Cécile, tandis que Malika la crucifiait du regard. Blague à part, vous pigez le système? Chacun aura rendu et reçu un service, mais pas avec la même personne. De l'échangisme, en fait. Jubila Anne-Cécile. Oh, toi, ta gueule! Grogna Malika. Va te foutre le cul dans la fontaine, ça te fera du bien! Hop, 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 du calme, mes chéris. S'interposa Laure. Moi, j'ai quand même une question. Il y a un problème de proportion. Dans ton exemple, imagine que Joël parte une journée avec la bagnole et qu'elle fasse 500 bornes. C'est un peu light de payer avec une tarte, non? Même si tes tartes sont à tomber raides tellement elles sont bonnes. Ajouta-t-elle avec un regard gourmand. Pareil, un ster ou deux de bois, ça n'a rien à voir avec sortir 3 poils d'un siphon. Pas de commentaires lourdingues, Anne-Cécile, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il faut quand même une unité. Admit Léa. On appelle ça des grains de sel, c'est fonction du temps passé. Le principe, c'est qu'une heure de service rendu vaut tant de grains de sel. 60, il me semble, pour qu'on puisse facilement compter les minutes. Mais il faudra vérifier. C'est comme de l'argent, en fait. Fit observer Lionel, qui sortait rarement de sa réserve lors des réunions. À la différence qu'avec l'argent, le but est d'en accumuler le plus possible. Reprit Léa. Avec le sel, l'idéal, c'est d'avoir son compte à zéro, donc en équilibre. Et puis les grains de sel ne risquent pas de perdre en valeur du jour au lendemain parce qu'un con a fait une boulette à la bourse. C'est à moi que tu penses? Répliqua son oncle, blessé. Léa se jeta dans ses bras, désolée. Mais non, pas du tout. Je voulais parler de ces salauds de Blue Sky. Ils ont été tellement mauvais que je me demande depuis le début si on ne les a pas utilisés, et toi avec eux, pour faire péter le système. Mais qui aurait intérêt à foutre un bordel pareil? Intervint Nussbaumer, sceptique. Qui, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas que négatif. Observa Paul, philosophe. Il n'y a qu'à voir tout ce que ça a déclenché à Mulbar. Jamais on n'avait été aussi solidaire, jamais le débat démocratique n'avait aussi bien fonctionné. Et quand je pense à toute la pollution qu'on va s'épargner cet hiver en arrêtant le chasse-neige, et un tiers des chaudières au moins, ça me met carrément de bonne humeur. Ouais, attends de voir si on ne finit pas par s'entretuer dans les chaumières avant de crier victoire. Ronchonna Anne-Cécile. Il y en a qui sont tellement susceptibles. Chapitre 21. Les fêtes de Noël furent les plus belles et les plus chaleureuses qu'on ait connues dans le village de mémoire d'anciens. L'essentiel du regroupement des habitants s'était étalé entre le 18 et le 23 décembre, si bien que de nombreux villageois partagèrent la veillée avec quelqu'un qu'ils connaissaient tout juste de vue 15 jours auparavant. Certains avaient choisi de remplacer la traditionnelle montagne de cadeaux sous le sapin par une attention délicate,
un chant, une pâtisserie, un morceau de musique, du miel, des fruits, du thé, une écharpe douce ou un bonnet fait main. Lorsqu'on s'offrait des objets, il s'agissait le plus souvent d'affaires personnelles dont on avait choisi de faire don, un livre aimé, une belle veste ou un instrument de musique depuis trop longtemps silencieux. Il avait été initialement question de maintenir le chauffage des églises au moins jusqu'à Noël, bien que le plan de résilience ait été adopté dès le 7 décembre. Mais un rapide calcul avait permis d'établir qu'il en aurait coûté 1300 litres de fioul supplémentaires, soit plus de 3000 € au cours actuel. Un luxe que le Conseil de fabrique catholique et le Conseil presbytéral protestant, qui avaient tenu une réunion commune en urgence le 8 au soir, jugèrent déraisonnable. Ils avaient décidé d'arrêter les frais dès le lendemain, avec l'approbation de l'Or et de l'abbé Kretz. Il tomba 20 cm de neige dans la nuit du 23 au 24 décembre. Conformément aux souhaits des deux ministres du culte, chaque participant aux célébrations de la Nativité avait cheminé jusqu'à l'église en tenant devant lui une bougie allumée, en signe d'espérance et de foi. Lors du culte de Noël, à 18h, la nef était bondée. L'assistance, beaucoup plus nombreuse qu'à l'accoutumée malgré le froid piquant, il devait faire 1 ou 2 degrés dans l'édifice, comptait de nombreux fidèles catholiques, ainsi que des villageois sans conviction religieuse, venus partager avec leurs frères un moment de recueillement et de chaleur humaine. Laure, dans son mot d'accueil, souligna à quel point il était réconfortant de vivre une si belle unité, alors qu'en tant de lieux, la crise impitoyable divisait et dressait les gens les uns contre les autres. Lors de la messe de minuit, même phénomène. Il fallut jouer des coudes pour entrer dans Saint-Barthélemy. Même l'enterrement d'Émile Brèche avait drainé moins de monde. On fit passer la consigne de souffler les bougies de crainte d'un accident. Mais après 1 heure de chant et de prière plus fervent que jamais, chacun ralluma à un cierge sa petite flamme et partit la porter de par le monde ou plus modestement aux 4 coins du village. La vision de ces ribambelles d'hommes, de femmes et d'enfants protégeant de la main leurs flammes vacillantes, partageant leur lumière avec ceux dont la bougie s'était éteinte, était proche du surnaturel. On vit ce soir-là 2 jeunes gens improviser une chaise à porteurs de leurs mains entremêlées pour conduire à bon port une vieille voisine qui peinait et glissait avec ses bottines certes élégantes mais totalement inadaptées. Dans son discours du Nouvel An, le maire souligna le caractère inédit de la situation internationale qu'il jugea plus préoccupante encore que celle qui avait engendré la Seconde Guerre mondiale. En Italie, le gouvernement venait de démissionner en bloc en raison de son incapacité totale à gérer la crise. Les salaires des fonctionnaires n'étaient plus versés depuis le 1er décembre. En France, grèves et manifestations se multipliaient à tous les niveaux de la société civile. Il n'y avait pas un jour sans émeutes et pillages. Un couvre-feu avait été décrété dans la plupart des grandes villes, ce qui n'avait pas empêché la nuit de la Saint-Sylvestre d'être particulièrement dévastatrice et meurtrière. Les razzias et les incendies volontaires se chiffraient par milliers. Mais, dans le même temps, souligna Hubert, notre petite commune vient de vivre des fêtes les plus belles, les plus riches de sens et les plus paisibles que l'on puisse rêver. Jamais je n'avais perçu une telle harmonie, un tel amour mutuel dans notre village. Et ça, c'est à chacun de vous que nous le devons, qui avez eu la sagesse d'accepter des mesures un peu extrêmes, mais salutaires dans le cadre de notre plan de résilience. Je rends également grâce à votre générosité, vous qui avez accueilli chez vous un voisin, une vieille tante ou même toute une famille, ajouta-t-il, avec un regard en direction de Joël qui se tenait au premier rang. Il annonça ensuite que sur proposition d'une conseillère municipale, des rendez-vous solidarité se tiendraient désormais tous les dimanches dans cette même salle du foyer protestant et en expliqua les grandes lignes. Il informa également la population, agglutinée dans les 80 mètres carrés du local, que la fierté du village, la SAS Mulwatt, installerait prochainement une borne électrique en accès libre et gratuit à côté du portail de M. Bauer. Chacun pourrait s'y brancher à tout moment avec ses outils ou ses appareils à recharger. Pour celles et ceux qui redouteraient de tomber en panne de bois, la commune organisera des collectes en forêt, grâce au tracteur municipal, et mettra à disposition sa scie à ruban électrique et sa fendeuse hydraulique. N'attendez pas d'être à court. Même si c'est du bois déjà façonné, il faudra le stocker au sec. Vous pouvez réserver vos créneaux auprès de Mathilde en mairie. Hubert fit une courte pause pour avaler un verre d'eau. La température était suffocante. Un comble, alors que dehors, il gelait à pierre fendre. En voyant affluer la foule des villageois, il avait immédiatement cessé d'alimenter la chaudière et fermé tous les radiateurs. Mais trop tard. Les 16 degrés dans la salle étaient rapidement devenus 20, puis 25. Une personne produit 100 watts.
20 personnes, c'est un radiateur de taille moyenne, avait rappelé Marco. À 20h30, le foyer comptait donc une quinzaine de radiateurs humains poussés au max. Si je me réjouis particulièrement, reprit-il, que nous disposons, grâce à la clairvoyance de nos amis de MVT, d'une source d'énergie locale, c'est que je m'attends à ce que certains d'entre nous se voient un jour contraints de couper leur disjoncteur, ou même de résilier leur abonnement pour faire des économies. Il se pourrait également que la fourniture d'électricité devienne irrégulière et s'interrompe pour des durées plus ou moins longues. Mais en voyant l'esprit qui nous anime ici à Mulbar, je suis serein. Quelles que soient les difficultés matérielles qui pourraient se présenter au cours des mois à venir, je sais que je peux compter sur la générosité, l'intelligence et la compréhension de chacune et chacun d'entre vous. Il n'y a pas de bien plus précieux au monde. Excellente année à toutes et à tous. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva dans un foyer bondé. Beaucoup, pour la première fois de leur vie, prenaient conscience de la chance qu'ils avaient de vivre dans un cadre tel que le leur. La sinistrose ambiante, alimentée par la déprise industrielle, les innombrables pertes d'emplois et la nécessité quasi incontournable de se déplacer quotidiennement bien au-delà des portes de la vallée de Münster, avait fait place à un sentiment de gratitude et de confiance. Pour faire face au coût du gasoil, ceux qui ne prenaient pas le train avaient adopté des stratégies de covoiturage et d'optimisation pertinentes. La circulation avait gagné en fluidité. Beaucoup avaient réduit leurs coûts et leur temps de trajet malgré le prix élevé du carburant et les détours qu'imposait le regroupement dans les voitures. Le maire et MVT, en travaillant main dans la main, avaient réussi leur pari, en anticipant les difficultés sans les escamoter et en créant du lien et de la participation, on surmonte la plupart des embûches. Alors que la politique de l'autruche et le repli sur soi n'engendrent que peur, frustration, rivalité, haine, violence, désespoir. Les médias en apportaient la preuve quotidiennement. Lors du verre de l'amitié qui suivit, l'ambiance euphorique ne fléchit pas, bien au contraire. Nussbaumer, très en forme, se mit à entonner des chansons populaires dont l'assistance reprenait les refrains avec plus ou moins de succès. Un chœur improvisé, auquel les 2 chorales paroissiales apportèrent un concours efficace, vint épauler le soliste, dont la voix impressionnante emplissait le foyer avec une présence stupéfiante. Léa, qui braillait à tue-tête, croisa à plusieurs reprises le regard gris acier d'un beau gosse qui semblait la fixer en particulier. Il ne lui était pas inconnu, mais elle n'aurait su dire où elle l'avait déjà croisé. Pas au lycée, en tout cas. Il était trop âgé pour être élève. Dans le train, peut-être ? Elle sentit une petite main agripper sa jupe et s'y arrimer fortement. Léo commençait à faire ses premiers pas et louvoyait d'une jambe de pantalon à un pied de chaise en passant par la main de Paul ou de sa maman. Léa hissa le bambin et le serra dans ses bras. Au même moment, elle croisa une nouvelle fois le regard gris qui se voila subitement et changea de direction. Dès lors, plus moyen de l'accrocher. Léa cessa de chanter. Elle se fraya un chemin jusqu'à la table pour se servir un verre de jus de pomme et donner un peu d'eau à Léo qui se débrouillait de mieux en mieux pour boire au gobelet. Dans la salle, les chansons firent place, après une ovation enthousiaste, à un joyeux brouhaha de conversation et de rire. Lorsqu'elle revint vers ses amis, elle tomba nez à nez avec le jeune homme que Nussbaumer tenait familièrement par les épaules. « Tu te souviens de mon petit-fils, celui dont je t'ai dit de te méfier ?» taquina le vieux notaire. « Hugo, je te présente Léa. Tu as dû l'apercevoir à l'enterrement d'Émile. »« Oh oui, je m'en souviens. » fit-il en rougissant, tandis que son grand-père leur tournait le dos fort à propos pour saluer une connaissance. Léa se sentit flattée, ses joues s'empourprèrent également. Léo tendit une petite main vers Hugo, qui s'approcha en pensant qu'il voulait lui toucher la joue. Ses lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres du visage de Léa. Elle sentit sur sa peau le souffle chaud du jeune homme. Le bambin se saisit énergiquement de l'oreille d'Hugo, qui ne put réprimer un petit cri, et s'éloigna promptement. « C'est une brute, ton fils !» fit-il mine de se plaindre. C'est pas mon fils. Rectifia Léa. T'es quoi, toi, d'ailleurs ? Demanda-t-elle à l'enfant en faisant une grimace comique. On va dire que c'est mon filleul, ou mon demi-frère. En fait, aucun des deux. Mais c'est pareil. C'est mon Léo, conclut-elle en lui collant un baiser sonore dans le cou. Ah, fit sobrement Hugo, tandis que son regard se rallumait d'un coup. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Hugo fut pris d'un besoin irrépressible de rendre fréquemment visite à son grand-père, qui avait par hasard élu temporairement domicile chez son ami Joël.
et comme l'horaire qui se prêtait le mieux à l'exécution de ce devoir petit filial était la fin de journée, après les chantiers, il n'était pas rare qu'il croise tout à fait fortuitement la jeune lycéenne de la maison voisine, qui rentrait généralement de Münster par le train de 18h32. Léa n'était pas insensible à son petit manège, qui amusait beaucoup Nussbaumer. Un jour qu'ils se croisèrent dans l'appentis avec leurs paniers à bûches respectifs, elle s'enhardit à lui demander « Quand tu m'as mise en garde contre Hugo le jour de l'enterrement, c'était sérieux ?» Nussbaumer partit d'un grand rire. « Eh bien, si tu veux vraiment savoir, quand je t'ai vu débarquer avec ton père à Mühlbach, je me suis dit tout de suite que vous feriez un petit couple sensationnel. Mais avoue que si je t'avais dit « Voici mon petit-fils Hugo, tu devrais essayer de le draguer. Tu as toutes les chances parce qu'il y a de l'eau dans le gaz avec sa copine. Ça t'aurait peut-être un peu mis la pression, non ?» Si. Admit Léa en riant. Mais alors, ça veut dire que tu nous détestais pas? Vous détestez? Où es-tu allé pêcher ça? Ben, par rapport au fait qu'on ait abandonné Émile, tout ça. Nussbaumer resta songeur quelques instants, tandis que la jeune fille remplissait son panier, en attendant sa réponse, non sans une certaine appréhension. Maintenant que tu en parles, j'avoue que je vous avais un peu classé dans la catégorie connard de parigot arrogant et sans cœur. Admit-il direct. Mais en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de vous trouver mignon, complètement largué que vous étiez. On aurait dit deux otaries en plein Sahel. L'image fit sourire Léa. Ça décrivait assez bien ce qu'elle avait ressenti à l'époque. En même temps, j'ai toujours été sensible à la grâce féminine. Et la tienne m'a accueilli instantanément. La jeune fille rougit violemment. Mais ne t'inquiète pas, Léa, je sais l'âge que j'ai. Jouer les vieux satyres, ce serait pathétique. On peut se contenter de plaisirs esthétiques. Alexandrina-t-il, sans le vouloir, ajoutant au trouble de la lycéenne, qui aurait voulu pouvoir lui dire qu'elle aussi avait été très sensible à son charme. Mais la situation serait devenue un peu trop troublante, aussi se contenta-t-elle de répondre. Eh bien, j'en suis très flattée, sincèrement. Et Hugo, avec sa copine, ça s'est arrangé? À merveille. Elle a effectivement fini par le plaquer pour un culturiste, avec une grosse moto et un petit poids dans la tête. J'en déduis qu'elle était pas trop à ton goût. Gagné. Elle était aussi superficielle qu'on peut l'être, belle comme un cœur, mais déjà esquintée par les teintures, le tabac et les cosmétiques. À 40 ans, ce sera une vieille peau acariâtre et sans conversation. Hugo mérite mieux que ça. En traînant son lourd panier jusque dans la cuisine, Léa revoyait le regard gris et perçant. Elle ressentait une étrange chaleur au ventre. Début février, le temps se radoucit avec une soudaineté inhabituelle. La neige disparut en l'espace de 2 jours et les arbres se mirent à bourgeonner. « Ça, c'est pas bon. » commenta le vieux Bauer. « Quand l'hiver va revenir, il y aura de la casse. » En attendant, les gazouillis ébahis des oiseaux et la luminosité hallucinante eurent un effet euphorisant sur le moral des gens. Les rendez-vous solidarité tournaient systématiquement à la fête. On n'y échangeait pas seulement des objets ou un moment de convivialité, on y trouvait toujours le coup de main dont on avait besoin. Le principe du sel avait rapidement été adopté, si bien que la salle paroissiale prenait des airs de Wall Street rurale, où des traders généralement désintéressés proposaient à la cantonade une corde de bois, un potiron ou des heures de jardinage, en sollicitant le prêt d'une remorque, la révision de leur vélo ou un coup de main pour refixer une gouttière. La mutualisation de la voiture électrique fut formalisée mi-février. À titre de soutien et d'encouragement, Mühlwatt SAS déclara par la bouche de son gérant Ambroise Nussbaumer qu'elle assurerait gratuitement le rechargement du véhicule qui serait parqué juste à côté de la turbine. Le vieux Bauer, sur qui on pouvait compter pour avoir un œil partout, en avait accepté le principe de bon cœur. « Comme ça, ceux qui ont besoin de la voiture pourront aussi tenir chez ma cour. » ajouta-t-il pragmatique. Mais il n'y a plus de neige, hein. Objecta Anne-Cécile. « Attends seulement, Maïta, là, tu vas voir ce qu'il dit, le vieux. » prévint-il avec son gros accent. « Tu peux préparer ta pelle à neige, t'en auras bientôt besoin. » Il n'osa pas ajouter qu'elle serait ensuite la bienvenue chez lui pour se réchauffer tout ce qu'elle voudrait au coin du feu. Chapitre 22. Malheureusement pour les villageois, le vieux Bauer avait vu juste. Le mois de mars fut catastrophique. Il tomba plus de 40 cm de neige, après quoi la température flirta 10 jours durant avec les moins 23 degrés. Le village et toute la grande vallée se retrouvèrent totalement enclavés 2 semaines durant. Les services du département, dépassés par la tâche et à court de crédit, ne déneigeaient la route qu'en aval de Münster et ponctuellement en direction du col de la Schlurt le long de la petite vallée.
Les trains ne circulaient plus car le gasoil avait figé dans les réservoirs des motrices et les barrières des passages à niveau étaient inopérantes. Plusieurs coupures d'électricité et de télécommunications se produisirent, les câbles cassés comme du verre sous les assauts du vent qui aggravaient encore la situation. Par bonheur, les équipes d'intervention des opérateurs parvinrent chaque fois à localiser et réparer les ruptures dans des conditions extrêmes. Par endroits, les congères atteignaient 2 mètres. Paul commença par prendre son reliquat de RTT de l'année précédente qu'il comptait utiliser au printemps pour démarrer le potager, car il n'était valable que jusqu'en mai. Sa patronne, jointe par téléphone, lui en sut gré. Il ne venait pas plus de 3 ou 4 clients par jour à l'agence. Elle avait décidé de n'ouvrir que de 15h à 17h pour les demandes urgentes et n'avait donc pas besoin de toute son équipe. Un peu plus tard dans la matinée, le couple de Savoyards qui devait venir séjourner à la boutique pour 2 semaines à compter du samedi suivant se décommanda. En petit-fils prévenant et scrupuleux, Hugo fut particulièrement attentif à ce que son grand-père ne manque de rien durant cette période difficile. Sachant que c'était Joël qui veillait sur la maisonnée et qu'il bénéficiait aux besoins des réserves des Fischer, c'était une précaution superflue. Mais c'était aussi l'occasion de faire en passant une petite visite de l'autre côté de la cour. Le lycée était fermé et lui-même était en repos forcé en raison de la météo polaire. Cela laissait du temps aux 2 jeunes gens pour passer de longs moments ensemble, à bavarder, à décortiquer des noix ou à faire des parties de Uno auxquelles se joignaient parfois Lionel ou Malika lorsque Léo faisait la sieste. Dès le 3e jour d'intempérie, un décret ministériel était tombé qui concernait tous les départements de l'Est, du centre et de la vallée du Rhône les plus fortement touchés. Les employés, hors profession de santé et du maintien de l'ordre, bénéficieraient d'un congé exceptionnel jusqu'au retour à la normale, rémunéré à 50%, qui ne serait pas décompté des 5 semaines légales. L'État indemniserait les employeurs et compenserait sous forme de cadeau fiscal le manque à gagner pour les ménages dont les revenus n'excédaient pas plus de 150% du SMIC, tandis que les foyers non imposables toucheraient une aide directe forfaitaire. Il soutiendrait également les entreprises les plus impactées par la perte d'activité à l'aide d'un fonds exceptionnel de 2,4 milliards d'euros. Je me demande où ils vont trouver tout ce fric. S'inquiéta Lionel. Les caisses sont vides et la dette abyssale. En partie dans les économies que l'État fera sur les salaires des fonctionnaires. Suggéra Paul. J'imagine que la mesure les concernera également. Ils vont donc passer à demi-traitement. Si on compte en plus toutes les missions de service public qui ne seront pas assurées durant cette période, ça fait un beau paquet. Ce n'est pas totalement idiot comme calcul. Si tout le monde se ruait sur les routes pour aller travailler malgré tout, ce serait un carnage qui risquerait de coûter bien plus que les milliards d'aides que le gouvernement va débloquer. Moi, je me demande toujours si c'est pas des effets d'annonce. Intervint Malika. Ça ne coûte pas très cher de dire qu'on va dépenser tant de millions ou de milliards. C'est pas moi qui vais aller vérifier en comptant les billets de 10. Effet d'annonce ou pas, les habitants de la vallée se sentirent franchement oubliés durant cette période, mais n'étaient pas sûrs qu'il fallait s'en plaindre. Dans les grandes villes, les razzias se multipliaient. Des gens coupaient les arbres des parcs pour se chauffer. Les flambées de bois vert mouillé, les feux de carton ou de détritus rendaient l'air irrespirable. L'armée, qui traditionnellement était mobilisée en pareil cas de figure pour porter assistance aux populations sinistrées, était bien trop occupée à sécuriser tant bien que mal les objectifs stratégiques comme les zones commerciales, les gares de marchandises ou les plateformes logistiques. Dans les hôpitaux, la situation était catastrophique. L'afflux de blessés et de malades ne cessait de croître alors que le personnel était en grave sous-effectif et que les produits de base manquaient. Dans de nombreux établissements, les repas avaient été strictement rationnés. Des révoltes éclataient. Le personnel, déjà mis à rude épreuve par les conditions de travail dégradées, était pris à partie. Pour limiter la casse, on demanda aux familles des malades, souvent victimes elles-mêmes de la disette, d'assurer le ravitaillement de leurs proches hospitalisés. Plus que les émeutes, qui étaient du ressort de l'intérieur, c'est le risque d'épidémie que redoutait à présent le ministère de la Santé. À Mulbach, on se nourrissait de pain et de potage clair. Les réserves diminuaient de façon préoccupante dans les placards, les caves et les celliers. Les réfrigérateurs étaient vides depuis longtemps. Les plus malins les avaient débranchés pour ne pas gaspiller leur électricité. Par bonheur, le boulanger disposait d'un stock important de farine. Selon ses estimations, il y avait de quoi tenir 11 jours en temps normal. En supprimant la pâtisserie au profit de pain supplémentaires, il espérait pouvoir tirer à 2 semaines. Mais passé 11 heures du matin, son étal était vide et il pouvait baisser le rideau.
Il n'aurait jamais autant dormi de toute sa carrière que pendant ce fameux mois de mars qui resterait à jamais gravé dans les mémoires. Du côté de MVT Mulhoat, on n'était pas près de l'oublier non plus. Dans la nuit du 11 au 12 mars, la température atteignit moins 24 degrés. En se couchant, Paul eut une pensée pour ses arbres fruitiers, en espérant de tout cœur qu'ils tiendraient le coup. Dès le début de la vague de froid, il avait couvert les plus petits avec de grands voiles d'hivernage et protégé leurs pieds avec un paillage de feuilles et de branchages. Sous les plus gros, il avait placé des braseros de fortune entourés de grosses pierres où il déposait chaque soir des braises chaudes qu'il recouvrait ensuite de charbon de bois. Il ne voulait pas courir le risque de perdre 1 an de récolte, surtout que le coup de douceur de février avait quasiment fait éclore les bourgeons. Les pierres étaient supposées emmagasiner puis restituer la chaleur des braseros, une technique qu'on utilisait dans le sud de la France pour sauver les oliviers et les abricotiers en cas de gel intense. Lorsqu'il entendit frapper à la porte vers minuit et quart, il pressentit un malheur. Il dévala l'escalier et ouvrit, un nœud en bas du ventre. Devant lui se tenait Bauer, le souffle court, emmitouflé dans un vieux par-dessus et chaussé d'après-ski antédiluvien en fourrure véritable. Il le fit entrer et asseoir devant la cuisinière à bois, qui ronflait 24 heures sur 24. « Paul, mich kummer schnell » souffla Gustave, oubliant dans l'urgence que Paul avait grandi bien loin de la vallée. Devant son air ahuri, il répéta, en français cette fois. « Il faut que tu viennes voir, il y a un problème à la centrale. » En quelques phrases, il expliqua de son mieux qu'il avait été tiré de son sommeil par un grondement entrecoupé de claquements secs. Il était descendu voir. Les glaçons qui se formaient sur le fil de la vis et qu'elle avait éliminé sans peine tous ces derniers jours étaient devenus énormes et se brisaient de plus en plus difficilement sur le bord de la goulotte. Si l'eau en mouvement ne gèle pas, les gouttes projetées par la rotation de la vis alimentaient constamment ces blocs de glace qui épaississaient à vue d'œil. Il avait couru au téléphone pour prévenir Paul, mais la ligne était coupée une fois de plus. Lorsqu'il était ressorti, un bruit sourd s'était produit. Il avait cru voir un éclair jaillir de l'armoire électrique. La vis s'était bloquée net. « Qu'est-ce qui se passe » s'inquiéta Malika, qui venait de les rejoindre, les paupières gonflées et le visage chiffonné. « Rien de grave, mon amour. » la rassura Paul en l'embrassant sur le front. « En tout cas, ce n'est que du matériel. Il y a un problème sur la turbine. Je vais aller voir. Recouche-toi et garde le lit bien au chaud. »« File devant, tu es plus rapide, je te rejoindrai là-bas. » intima Bauer lorsqu'ils furent sur le perron. « Ça marche, à tout de suite. » En chemin, Paul se demanda ce qu'il allait pouvoir faire de toute façon. Réveiller Nussbaumer n'aurait servi à rien, aucun d'eux n'ayant trop de notions de mécanique ni d'électricité. Tout au plus prévoyait-il de mettre l'armoire et les commandes hors tension, ce que Bauer, dans la panique, n'avait semble-t-il pas fait. En approchant de la grange, il dérapa dans la cour et s'étala. À la faible lueur de la lune, il vit que le sol était une vraie patinoire. Et pour cause, lorsqu'il fit jouer le commutateur de l'ancien moulin, un spectacle inouï s'offrit à lui. La vis d'Archimède, immobile, ressemblait à un Mr Freeze géant. L'eau qui continuait d'affluer du canal butait sur cet obstacle et s'échappait comme elle pouvait de part et d'autre, formant au niveau de la grille d'entrée un iceberg qui croissait à vue d'œil. Les 3 mètres cubes par seconde s'étalaient alors comme ils pouvaient, avant de regagner plus ou moins directement le canal en aval de la vis bloquée. Mais une grande partie de l'eau coulait vers la cour, où elle gelait instantanément. La gangue de glace avait également phagocyté la voiture électrique, qui était prisonnière de la banquise au-dessus des pare-chocs et même jusqu'au rétroviseur du côté où les giclures pouvaient l'atteindre. Il n'était même pas imaginable de s'approcher de cette banquise en formation. Quittant la grange, Paul courut le plus vite qu'il put le long du canal, en espérant qu'il parviendrait à manœuvrer la vanne de la prise d'eau. Hors d'haleine, les poumons brûlés par le froid, il se jeta sur la manivelle de toutes ses forces. Après plusieurs minutes d'effort, il entendit craquer la glace qui paralysait la crémaillère, et la vanne se mit enfin à descendre. Lentement mais sûrement, du fait de la démultiplication, jusqu'à ce que le canal ne contienne plus qu'un petit filet d'eau qui se figea rapidement. Il retourna alors à la centrale, les doigts et le nez paralysés par la température polaire et la mauvaise bise qui soufflait sans discontinuer. À 4 pattes et en rampant, il réussit à atteindre la commande générale et à enfoncer le bouton d'urgence. Il s'appuya contre un poteau de la grange, épuisé. C'est alors que l'inquiétude le saisit. Bauer aurait dû être là depuis longtemps. Il refit au pas de course le parcours jusque chez lui. Plus il s'éloignait de la centrale, plus son mauvais pressentiment se confirmait.
En débouchant dans la cour de la boutique, il n'avait toujours pas croisé Gustave. Il pria le ciel pour qu'il ait rebroussé chemin et soit retourné se réchauffer au coin du feu en compagnie de Malika. Mais le rez-de-chaussée était désert. Paul rameuta rapidement la maisonnée et fit part de son inquiétude. 3 minutes plus tard, Léa et Lionel se ruaient au dehors à ses côtés, lampe de poche à la main. Malika avait voulu se joindre à eux, mais Paul avait refusé catégoriquement qu'on laisse Léo seul à la maison, même endormi. Léa poussa un cri aigu alors qu'elle venait de dépasser la grange des Habérés. 1 mètre en contrebas de l'accotement, Bauer était étendu, les bras en croix, à demi enseveli dans la neige profonde. Pour ouvrir 3 jours plus tard la tombe où son épouse l'attendait depuis 29 ans, il fallut recourir aux brises-roches de la carrière de Metzeral, que le mécanicien avait mis plus de 2 heures à faire démarrer en le réchauffant tant bien que mal à la lampe à souder. D'après le médecin des pompiers, venu de Münster en motoneige, le décès était survenu avant la chute, probablement par arrêt cardiaque. Bauer n'avait certainement pas souffert. Vu les circonstances, il n'y avait aucune raison d'ouvrir une enquête. D'ailleurs, la gendarmerie ne s'était pas déplacée. Le maire, en vertu de son pouvoir de police, avait délivré le permis d'inhumer. Il y avait foule dans l'église en cet après-midi du 15 mars. Plus de 200 villageois s'étaient rassemblés, le visage pâle, les traits tirés et le ventre creux pour beaucoup. Les temps ont fortement changé, lance alors en préambule. Il y a moins de 2 ans, nous rendions un dernier adieu à Émile Brèche chez nos frères et sœurs catholiques en raison d'une panne de chauffage, car nous n'imaginions pas pouvoir partager un culte dans une église à 8 degrés. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour accompagner Gustave Bauer à sa dernière demeure. Il n'y a pas de chauffage et il fait moins 13 degrés. J'ai regardé un instant. Pourtant, vous êtes tous là. Merci pour Gustave, qui méritait bien ce partage d'un peu de chaleur humaine, lui qui avait longtemps souffert du manque de compagnie. Mais ces derniers temps, il m'avait confié à plusieurs reprises sa joie de voir le village s'unir et tisser des liens nouveaux. Bien sûr, ces derniers instants ont dû être marqués par l'angoisse, par la panique même. Mais malgré tout, je crois qu'il a connu une belle mort. Partir comme lui en parfaite santé est un privilège qui se fait rare. En observant Anne-Cécile qui pleurait dans son mouchoir un rang devant lui, Paul repensa à son premier contact avec le village, à la fascination étrange qu'il avait éprouvée pour cette jeune femme improbable, d'une beauté atypique, qui exprimait si ouvertement ses sentiments. Impression qui s'était maintes fois confirmée par la suite. Il ne put s'empêcher de l'imaginer, une fois de plus, étendue lascivement au coin du feu, sa peau nue caressée par la lueur des flammes, un roman à la main. Elle était si différente de Malika. Sa compagne était entière, simple, certes prévisible, mais reposante. Il se demandait comment Fred pouvait se montrer si détendu et nonchalant, connaissant la nature volcanique et excessive de son épouse. Absence de jalousie, confiance illimitée, voire aveugle, ou la savait-il plutôt réservée, en réalité, beaucoup plus fragile qu'elle ne le laissait paraître, donnant le change délibérément à travers ses provocations. En revenant du cimetière après une cérémonie expéditive, les villageois s'engouffrèrent avec soulagement dans le foyer paroissial bien chaud. Une surprise les y attendait. Léa et Malika, avec l'aide de Joël, avaient dressé un véritable banquet de fête en mémoire du vieux Gustave. L'idée était avant tout de mettre du baume au cœur à ceux qui souffraient le plus des privations. Il y avait là 5 variétés de soupe, des fruits secs, de la compote, plusieurs tartes et cakes, des brocs de tisane fumant. Les 3 complices avaient préparé ce festin 2 jours durant et s'étaient discrètement éclipsés à la sortie de l'église pour réchauffer ce qui devait l'être. Hubert, au nom de la commune, remercia chaleureusement les Fischer pour ce geste aussi généreux que courageux, car leurs réserves s'en trouveraient grandement diminuées. Les beaux jours ne vont plus tarder, minimisa Paul. On va à nouveau pouvoir se ravitailler normalement au marché de Münster, ou plus loin. Dès que la route sera ouverte, le maraîcher remontera jusqu'à Mulbach. Hubert insista vivement pour que Paul et les siens acceptent une augmentation substantielle de leur grain de sel, ce qui leur permettrait au moins, le cas échéant, de s'offrir l'aide dont ils auraient besoin. En vidant son bol de soupe, Anne-Cécile se mit à émettre des bruits bizarres. Croyant qu'elle avait avalé de travers, Léa lui prit Émilie des bras et lui tendit une serviette en papier. « Ça va, ma chérie » s'inquiéta Fred avec sollicitude. Elle agita la main négativement, le visage enfoui dans sa serviette. Elle riait comme une folle, mais son hilarité se mêlait à de gros sanglots qu'elle peinait à contenir. Il lui fallut 3 bonnes minutes pour se calmer.
Avant de repartir de plus belle, elle avait lancé dans un seul souffle. Pauvre vieux quand même. Il est mort sans avoir vu ma touffe. Si j'avais su, je lui aurais volontiers fait ce plaisir. Cette fois-ci, tout le groupe fut pris de fou rire, même Malika. Chers amis, lança Nussbaumer depuis l'estrade quand tout le monde fut réchauffé, repu et calmé. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter, quoique Gustave n'y aurait sûrement rien trouvé à redire. Je ne vais pas non plus faire l'éloge de cette figure emblématique de notre commune. Je voulais juste dire que j'étais heureux de la place qu'il avait fini par trouver parmi nous. Dans l'aventure de la centrale hydroélectrique, il a été un compagnon de route particulièrement efficace et utile. Et tant mieux, parce que du coup, ça lui laissait un peu moins de temps pour fouiner dans le village. Des rires s'élevèrent. Oui, maintenant vous rigolez, mais souvenez-vous, comme il vous exaspérait quand il venait vous observer pendant 2 heures, alors qu'en crépissant le mur du garage, vous vous en foutiez plus sur les godasses que sur les briques. Hilarité générale. Ou quand, après vous avoir regardé tailler vos tuyas au sécateur toute la matinée, il s'approchait et il disait « Tu aurais dû me demander, je t'aurais prêté mon tailler électrique. En un quart d'heure, c'était fini. » Les rires redoublèrent. Le vieux notaire avait imité très fidèlement le gros accent et la voix rocailleuse de Bauer, qui donnait systématiquement à ses interlocuteurs l'impression de se faire enguirlander. Bref, Gustave, c'était un casse-couille de première. Mais maintenant qu'il n'est plus là, il va vraiment nous manquer. J'aimerais beaucoup qu'on ne l'oublie pas. Comme il a cédé sa grange pour la bonne cause, et que ses parts vont revenir à la SAS, je propose, en tant que gérant de Mulwatt, que nous donnions son nom à la turbine. Elle sera désormais la microcentrale Gustav Bauer, en espérant qu'elle dégèlera un jour. La proposition fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements et d'exclamations enthousiastes. En effet, il fallut encore 3 bonnes semaines pour que la glace se résorbe, alors qu'à l'extérieur, le printemps s'était imposé depuis longtemps. Mühlbach reprit vie peu à peu, les villageois se remirent à circuler et à vaquer à leurs tâches habituelles. Le congé intempérie avait duré 16 jours en tout. On apprit que durant la vague de froid, une 30aine d'habitants avaient péri dans toute la vallée, essentiellement des personnes isolées qui étaient mortes chez elles, de froid, de faim ou de soif. 4 étaient décédés dans des accidents de la route, une autre par électrocution alors qu'elle tentait de dégeler un radiateur à l'aide d'un sèche-cheveux. Un enfant de 9 ans avait été emporté par une pneumonie aiguë. À Mühlbach, à part Bauer, tout le monde avait traversé l'épreuve sans grand dommage grâce à la solidarité et à la réactivité du maire. Chapitre 23. Le conseil d'administration de Mulwatt SAS décida qu'il était sage de ne pas toucher à la centrale avant qu'un spécialiste l'ait examinée, même s'il était très frustrant de ne pas profiter de la période extrêmement propice de la fonte des neiges, qui correspondait également aux tarifs de rachat les plus intéressants pour les producteurs. Nussbaumer décrivit aux fabricants les circonstances du sinistre et restitua le témoignage de Bauer. Par retour de mail, celui-ci indiqua que des avaries similaires s'étaient produites sur d'autres installations dans le Jura et l'Isère durant la vague de froid et admit qu'un tel cas de figure n'avait pas été envisagé lors de la conception des machines. L'entreprise dépêcherait dans les meilleurs délais un ingénieur de son bureau d'études sous-traitant pour expertiser la centrale et faire les préconisations utiles quant aux réparations. Le samedi de Pâques, la boutique accueillit 2 nouveaux invités. Pierre-Yves et Sabine, contrairement aux autres personnes qui avaient fréquenté le lieu depuis une dizaine de mois, n'étaient pas un couple et ne venaient pas particulièrement profiter du soutien et de l'écoute de Malika. Celle-ci fut surprise de leur réaction gênée à la vue du lit unique qu'elle leur proposait. Mais le quiproquo ne se révéla vraiment que lorsque Malika, en leur servant un thé à la menthe, leur demanda comment chacun percevait le corps de l'autre. Après s'être regardés d'un air légèrement ahuri, ils éclatèrent de rire. Franchement, son corps m'est complètement indifférent, répondit Sabine. Je crois qu'il y a comme une ambiguïté. Pierre-Yves est un ami. Nous ne sommes pas du tout venus pour une thérapie de couple. Elle expliqua qu'en tant qu'animateur du réseau national des colibris, ils avaient suivi avec grand intérêt le lancement de la boutique, dont des amis avaient mentionné un jour l'existence. Depuis, ils avaient hâte de rencontrer cette bande d'Alsaciens originaux. Alsaciens, bof, sourit Paul. Ma fille et moi sommes parisiens, mon frère a vécu aux 4 coins du monde et a mis les pieds à Mühlbach pour la première fois l'an dernier. Quant à Malika, elle n'a pas beaucoup de sang local dans les veines. Mais c'est vrai que nous nous sommes intégrés au-delà de ce qu'on aurait pu rêver, et maintenant on se sent vraiment d'ici.
Tous nos amis sont du cru, quant à eux, des Mulbacois pur jus. Sauf peut-être Marco, dont le grand-père était sarde. Il paraît que vous êtes déclaré territoire en transition. Sans qui Pierre-Yves. Et que vous avez traversé sans encombre le Mars meurtrier. Nous avons fondé notre groupe de transition l'an dernier. Répondit Léa. Au départ, nous étions une association uniquement culturelle. Nous faisions des interventions dans les écoles pour lire des histoires aux gamins. Mais nous avons vite compris qu'il y avait des enjeux plus vastes en ce moment. Cela dit, ajouta-t-elle à l'adresse de son père et de Malika, je trouve qu'on a un peu perdu de vue les scolaires, c'est dommage. On les voit le dimanche, avant chaque rendez-vous solidarité. Rappela Malika. Oui, mais souviens-toi des belles idées qu'on avait eues sur une pédagogie plus épanouissante et plus pragmatique. Rappela la lycéenne. Un jour, il faudra qu'on s'y mette. Il y a un vrai problème chez les enfants, et avec l'adolescence, ça ne s'arrange pas. Je vois ça au lycée. Ils se demandent pourquoi ils devraient apprendre à faire quelque chose de leurs 10 doigts, alors qu'on les a habitués à tout acheter à un prix qui n'en reflète pas la réalité du travail. Au moins de ce côté-là, la crise va remettre les pendules à l'heure. Manque de bol pour eux, ils n'ont envie que de choses impossibles à fabriquer soi-même. Téléphone, écran, ordi, console, MP3. Moi je dis qu'il faut redécouvrir avec eux ce qui est vraiment utile. Les choses essentielles que l'on peut maîtriser. Il y a du plaisir à dominer son sujet, même si ça demande un effort. De là, on développe la compétence, le savoir-faire, la réussite, le plaisir de créer. On passe du stade consommateur décérébré au stade acteur éclairé. Waouh, ça c'est du programme. S'enthousiasma Sabine. Et comment ça se passe avec les habitants et les élus locaux? Ils ne vous traitent pas comme des aliens? Pas du tout, au contraire, répondit Paul. Le maire est un type très lucide, qui a fait les mêmes constats que nous. Sans connaître particulièrement les principes de la transition, il a mis sur pied un plan de résilience et l'a fait adopter par son conseil. C'est grâce à lui qu'on a pu limiter la casse le mois dernier. Nous, on n'a fait que donner un coup de main. Pensez-vous qu'il serait d'accord pour partager son expérience? Interrogea Pierre-Yves. Après la débâcle de cet hiver, nous allons lancer une vaste action en direction des pouvoirs publics, qui ne peuvent plus prétendre que tout va bien, madame la marquise. On prépare un document très synthétique d'une 10aine de pages maximum qui s'appellera « L'appel des colibris ». Le but n'est pas de stigmatiser, mais de réveiller les consciences et de pousser à l'action. On aimerait bien faire ça avec une approche positive, volontariste, en montrant concrètement comment on peut s'adapter à la crise sur le plan local, plutôt que d'armer la police municipale avec ordre de tirer sur les gosses qui chapardent. Sans blague, il y en a qui ont fait ça? Réagit Malika, atterrée. Malheureusement, oui. Confirma Sabine. Vous n'en avez pas entendu parler aux infos? En fait, j'avoue qu'on ne suit pas trop l'actualité. Confessa Paul. On a bien assez à balayer devant notre propre porte. Compléta Léa. Mais si on peut participer à votre appel, là, ce sera avec grand plaisir. Mais bon, je trouve que le terme appel, c'est connoté 18 juin. C'est daté. Et puis c'est un côté appel au don. Genre, on mendie des miettes que les autres ne veulent pas nous lâcher. C'est vrai? Admis Pierre-Yves. Tu as d'autres idées? Ben, si c'est un cri d'alarme que vous souhaitez pousser, pourquoi pas le cri des colibris? Ça crie un colibri? Intervint Malika, sceptique. L'oiseau, je ne sais pas. Admis Pierre-Yves. Mais nous, oui. On peut crier, et j'espère qu'on nous entendra. Le cri, en plus, n'est pas forcément la douleur et la colère. Ça peut être la surprise, la joie, ou simplement le ralliement. Le cri des colibris, ça sonne bien. Admis Sabine. Mais moi, je le mettrais au singulier. Je sais pas pourquoi, ça me plaît mieux. Comme si notre unité et notre détermination étaient telles qu'on ne formerait plus qu'un seul corps. Va pour le cri du colibri. Acquiesça Pierre-Yves. On soumettra la proposition au comité la semaine prochaine. Merci Léa pour l'idée. Je vais appeler le maire, si vous voulez. Proposa Paul. C'est vraiment devenu un ami. Il se fera un plaisir de dîner avec nous s'il est dispo. Hubert accepta volontiers de venir le lendemain. Il ferait en sorte d'être là pour 19 h, sans garantie. Il était convoqué chez le préfet pour un entretien à 16h30, et c'est avec une certaine appréhension qu'il envisageait cette rencontre inhabituelle. Il avait certes croisé le représentant de l'État dans l'une ou l'autre réunion, mais un tête-à-tête signifiait généralement pour un élu local un recadrage, au mieux, voire une sanction. Hubert pensait notamment à son initiative de ne pas assurer le déneigement, qui pouvait être considéré comme un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il se présenta à 19h20 au volant de la voiture électrique mutualisée. En l'accueillant sur le perron, Paul fut soulagé de constater qu'il était très détendu, signe que la convocation préfectorale n'avait rien d'une mesure disciplinaire. C'est super à conduire, commenta Hubert en désignant le véhicule dans la cour.
Je pense que je vais m'en servir régulièrement. 60 grains de sel de l'heure, c'est correct. Surtout que la recharge sera gratos dès que la centrale sera réparée. Tu sais ce que m'a soufflé ma femme ? D'Ivoire, fit Paul en le débarrassant de sa veste. Elle propose qu'on la baptise Gustavette. Je trouve ça rigolo. Et comme elle est garée là-bas... C'est une super idée. S'enthousiasma Léa, qui les avait rejoints dans l'entrée. Je vote pour. Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous, dirait-on ? Après avoir salué les 2 colibris et embrassé Malika, Hubert expliqua que c'était vraiment tout le contraire d'un reproche qui avait motivé l'entrevue. En faisant avec ses chefs de service le bilan du Mars meurtrier et de ses conséquences plutôt catastrophiques, le préfet avait relevé que la commune de Mulbach se distinguait par 2 particularités surprenantes au vu du contexte. Aucune surmortalité, le décès de Bauer étant dans la moyenne prévisible, et aucun appel de détresse en direction de la gendarmerie, des pompiers, ni des services sociaux du département ou de l'État. Apparemment, soit personne n'a eu de souci particulier, soit tout le monde a serré les fesses sans se plaindre, avait-il commenté. En épluchant les derniers rapports du conseil municipal, il avait découvert l'existence du plan de résilience et des nombreuses initiatives en faveur du regroupement des habitants et de la préservation des ressources en énergie. Il avait donc souhaité rencontrer le maire pour en apprendre davantage sur l'origine de décisions aussi clairvoyantes. Je lui ai parlé de la transition. Ça lui disait vaguement quelque chose. En tout cas, il est persuadé que c'est une approche utile et même nécessaire. Il va créer une cellule de résilience au sein de la préfecture et me propose de participer au groupe de pilotage. Vous pensez bien que j'acceptais. Hubert, Intervient Léa solennelle. je pense qu'il est plus que temps que tu fasses partie de l'assaut. De nous tous, c'est toi qui as le plus fait avancer les choses. C'est normal. C'est mon rôle d'élu d'aller de l'avant et de veiller au bien-être de tous. Mais pour répondre à ta proposition, qui me veut droit au cœur, je vais te dire non. Un bref silence s'installa. Léa eut l'air surprise et même peinée. Cela ne change rien à mon engagement, ni à tout le bien que je pense de la transition. Vous pourrez toujours compter sur mon appui, et j'espère de mon côté conserver le vôtre. Mais vous me connaissez, je suis allergique aux étiquettes. Je n'ai jamais pris de carte chez personne. Même si celle-là me conviendrait bien, je préfère ne pas être catalogué. Je me dois de rester représentatif de l'ensemble de la population, et pas d'un groupe en particulier, au risque de perdre la confiance des autres. Je n'en serai que plus efficace. Et sans vouloir être vache, il y a dans la transition un petit côté gentil baba cool, dans lequel je ne me reconnais pas. Même si ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Cela dit, c'est un excellent outil de démocratie participative, et ça vaut de l'or. Pierre-Yves, Sabine et les Fischer ne surent s'ils devaient se sentir déçus ou vexés de l'attitude d'Hubert. Le plus important était sans conteste de continuer à travailler dans le même sens. C'est Lionel qui s'exprima le premier. Vous avez assez bien résumé ce que j'en pense moi-même. Merci, mais j'ai une faveur à demander. Laquelle ? S'enquit l'ex-trader. Qu'on finisse enfin par se tutoyer. Tu es le seul de la famille à me dire « vous ». Accordé, admit Lionel. Autour de la soupe du soir, Hubert retraça les grandes lignes de l'élaboration du plan de résilience. Il confirma aux membres de MVT que le projet de centrale avait été pour lui un déclic. Voyant la détermination de l'équipe, il avait compris que l'inertie et le fatalisme au sein de la société ne devaient jamais être considérés comme insurmontables, tout au plus comme un argument commode pour ceux qui ne veulent pas se bouger. La formule parut pertinente à Sabine et Pierre-Yves, qui décidèrent d'en faire le premier argument du cri du colibri. Le samedi suivant, un courrier de la société Hydrix annonça que la visite de contrôle de la turbine Mulwatt pourrait avoir lieu entre le 9 et le 13 avril, suite à la demande du fabricant. Il invitait à se mettre en rapport avec le secrétariat pour définir le créneau exact. Par un bref échange téléphonique, la date du 10 fut arrêtée. La chargée de clientèle demanda que Mulwatt veuille bien se charger d'accueillir l'ingénieur au train de 11h47, de l'acheminer sur le site et de lui prévoir un hébergement pour une nuit qui serait bien entendu prise en charge dans le cadre du contrat de garantie. Paul proposa de réserver une chambre au Joyau de la Vallée, seul hôtel de la commune qui venait de redémarrer après la fermeture forcée due aux intempéries. En tant que gérant, Nussbaumer fut chargé de l'accueil et de l'escorte de l'ingénieur. Du reste, aucun autre membre du CA n'était disponible, pas même Joël qui gardait le petit dernier de ces réfugiés, cloué au lit par une rougeole.
Il fut quelque peu surpris de constater que l'unique personne à descendre du train de 11h47 était une jeune femme frêle, au physique de musaraigne, qui aurait pu tenir tout entière dans sa valise à roulettes. Il pensa dans un premier temps que l'ingénieur annoncé avait eu un contretemps, mais il s'enquit tout de même, un peu sèchement. « Idrix, c'est vous ?» ?»« C'est moi, oui. » répondit-elle en empoignant sa valise. Le vieux notaire croisa alors le regard vert de la jeune femme, et son ton changea comme par enchantement. « Bonjour, mademoiselle. Je suis Nussbaumer, le gérant de Mulwatt, » articula-t-il poliment, en déverrouillant à distance les portes de la Gustavette. « Bienvenue à Mühlbach. Je vais vous conduire à la centrale. À moins que vous n'ayez un petit creux. Moi, je commencerai bien par manger quelque chose. Ce sera l'occasion de découvrir votre hôtel et de déposer votre valise. »« Pourquoi pas ? » répondit-elle en riant. Mon petit déjeuner n'est plus qu'un lointain souvenir. Lorsqu'ils furent attablés devant un appétissant beka-ofa, l'ingénieur confia qu'elle avait habité la vallée pendant un peu plus d'1 an et demi. « Vraiment ?» s'étonna Nussbaumer. « Et pourquoi diable l'avez-vous quitté ?»« Le boulot. J'ai galéré un moment, et puis il y a eu ce poste chez Idrix. C'était inespéré. Mais ce n'est pas rose de vivre dans les grandes villes en ce moment. » Elle raconta les magasins aux 3/4 vides, la peur de se faire racketter en chemin le maigre ravitaillement qu'on avait pu dénicher, l'attente interminable dans les boulangeries pour avoir une chance d'être servie lorsqu'une fournée arrivait sur les étals. Elle n'avait pas assisté personnellement à des scènes de pillage, mais avait vu des portes enfoncées, des vitres brisées dans tous les quartiers qu'elle avait traversés. Les vols de voitures étaient incessants, moins pour le véhicule en lui-même que parce qu'il contenait quelques dizaines de litres de gasoil ou d'essence. Les véhicules qui dormaient dans la rue étaient systématiquement siphonnés malgré les bouchons à clé. On sectionnait simplement la conduite à la sortie du réservoir. Nussbaumer fut conforté, s'il en avait été besoin, dans l'idée qu'à Mühlbach on s'en tirait vraiment bien. Il raconta en quelques phrases comment les habitants avaient choisi de jouer la solidarité. Au dessert, la jeune femme devint subitement nerveuse. Le vieux notaire sentit que quelque chose la tourmentait. « Je suppose que vous connaissez bien Mühlbach si vous y habitiez depuis toujours. » commença-t-elle, hésitante. « Oui, on peut dire ça comme ça, » confirma Nussbaumer. « Alors, je sais que c'est un peu gênant, mais vous pourriez peut-être m'aider. »« Avec plaisir. » « Merci. Quand j'habitais Metzeral, je prenais le train pour aller à mes rendez-vous sur Colmar. J'ai fait la connaissance d'un homme. » Elle rougit fortement. « Qui montait chaque matin à Mühlbach avec sa fille de 16-17 ans. Je sais que c'est ridicule, mais je ne sais même pas comment il s'appelle. Pourtant, j'aimerais beaucoup avoir de ses nouvelles. Ça vous dit quelque chose ? » ?»« Ah, ça c'est sûr. Vous êtes à la bonne adresse. C'est mon voisin. Il s'appelle Paul. Paul Fischer. Sa fille s'appelle Léa, et sa compagne c'est Malika. » ajouta Nussbaumer mine de rien. « Ah !» laissa échapper l'ingénieur, tandis que son regard se voilait subitement. Elle pensa à tort que cette Malika était la raison pour laquelle il ne l'avait jamais appelée, car il avait dû lire la dédicace, c'était sûr, ou presque sûr. « Au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom sur le quai ?» fit observer le vieux notaire. « Ziegler. » répondit-elle d'une voix morne. « Anna Ziegler. » Sur le site, les choses allèrent bon train. Après avoir réalisé une vingtaine de contrôles visuels et consulté l'historique de fonctionnement en connectant son ordinateur portable à l'armoire de commande, elle livra son diagnostic. « Apparemment, il n'y a pas trop de casse. La carte mère est endommagée, mais ça c'était prévisible. J'en ai apporté une avec moi au cas où. Le principal risque, ce serait que la poussée de la glace ait déformé la vis elle-même et qu'elle ne tourne plus rond. J'ai vu ça sur une installation du côté de Grenoble. » « Et comment le saura-t-on ?»« En la faisant tourner. Mais d'abord, je vais remplacer la carte et la reparamétrer. J'en ai pour une bonne heure. »« J'ai tout mon temps, » répondit placidement le notaire. « Mais si vous voulez... » tenta Anna, hésitante. « Vous pouvez rentrer chez vous et je vous retrouverai là-bas quand j'aurai fini. Il suffit que vous m'expliquiez où ça se trouve. » Fine mouche, Nussbaumer sentit la manœuvre. « Je vais vous laisser travailler tranquille. Quand vous aurez terminé, vous n'aurez qu'à m'appeler à ce numéro, » suggéra-t-il en lui tendant sa carte. « Je serai là en 5 minutes. À tout à l'heure. »« À tout à l'heure, » répondit Anna, la gorge serrée. Anna l'appela vers 16 heures. Apparemment, le remplacement de la carte suffirait. Elle avait fait tourner la vis sur son axe, sans constater de déformation. Il n'y avait plus qu'à remettre le canal en eau. La jeune femme insista malgré tout sur le fait qu'il serait intéressant de faire de nouvelles mesures le lendemain, après 24 heures de fonctionnement, pour avoir l'esprit tranquille. Nussbaumer ne fut pas dupe. « Je sens à quel point il vous tient à cœur de rencontrer Paul. J'imagine que vous avez vos raisons, qui ne me regardent pas.
Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Vous feriez du mal pour rien, et peut-être à lui aussi par la même occasion. De plus, Malika est une vraie tigresse, jalouse comme pas deux. Il suffit qu'une femme adresse la parole à son homme pour qu'elle se mette à bouillir. Elle serait capable de vous dépecer à main nue si vous vous approchez de lui. Anna accusa le coup. « Je vais ouvrir la vanne, » dit le vieux notaire en tournant les talons. Lorsque l'eau atteignit la vis, celle-ci se remit en mouvement sans effort. Le multiplicateur bourdonna, l'alternateur se mit à siffler. Anna reconnecta son PC pour une dernière série de tests. Bon, En effet, ça a l'air de bien se passer. Tous les chiffres sont bons. Admit-elle. Si jamais il y avait un souci, je pourrais toujours revenir. Ou envoyer un confrère, ajouta Nussbaumer sans méchanceté, mais assez fermement pour que le message soit clair. Venez, on va chercher vos affaires à l'hôtel. En grimpant dans la Gustavette garée devant le joyau de la vallée, Anna avait les yeux rouges. Je crois que je me suis enrhumée cet après-midi, s'excusa-t-elle en s'essuyant le nez. Le reste du trajet jusqu'à la gare se déroula dans un silence embarrassé. Alors que Nussbaumer extrayait la volumineuse valise du tout petit coffre, la jeune femme tenta son va-tout. « Je comprends votre attitude, monsieur Nussbaumer, fit-elle d'une voix blanche. Vous voulez protéger la quiétude de votre ami, c'est très noble de votre part. Mais j'aurais au moins besoin de savoir s'il a lu le message que je lui ai laissé sur la page de garde du livre. »« Quel livre » fit le notaire d'un ton détaché. « Un roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Je le lui avais prêté. Il doit encore l'avoir. Vous avez mes coordonnées, s'il vous plaît. Parlez-en avec lui et dites-moi au moins s'il a vu la dédicace. » « Excusez-moi, mademoiselle Ziegler, mais je vais devoir vous laisser. Je vais être en retard à mon rendez-vous. » prétexta Nussbaumer en posant la valise sur le quai. Il sauta en voiture et démarra en trombe, laissant Anna plantée au bord du quai, décontenancée et malheureuse. Il alla garer la Gustavette à sa place, sous le hangar de la centrale, nota l'heure et le kilométrage dans le carnet de bord, signa et brancha le câble d'alimentation. Il rentra chez lui, ou plutôt chez Joël, maussade et tourmenté. Attablé à la cuisine, il parcourut distraitement un vieux magazine, tout en préparant des tartines pour les gamins du Braunkopf qui rentreraient de l'école d'une minute à l'autre. Sur les coups de 19 heures, il toqua chez les Fischer. À sa grande surprise, c'est Hugo qui lui ouvrit, de fort bonne humeur, manifestement ravi d'embrasser son grand-père. Il entra et fit son rapport à Paul, qui avait déjà fait un crochet par la centrale en rentrant de la gare. « Le type d'Idriss est déjà reparti » s'étonna-t-il. « C'était une nénette, pas très sympa, le genre pet sec, à lunettes. Je l'ai mise au train de 17h09, elle doit déjà être dans la Marne à l'heure qu'il est. Par contre, elle a bien bossé, la centrale tourne comme une horloge, et on crache 41 kW les doigts dans le nez. » »« Oui, j'ai vu ça. Ça a été pour ouvrir la prise d'eau ?»« Sans problème, ça m'a pris 5 minutes. » »« Maintenant, il va falloir ouvrir l'œil. Bauer n'est plus là avec son petit râteau pour nettoyer la grille de la Valoire, dès qu'il y a 3 feuilles et une brindille. » Si Paul avait pu savoir qu'il s'était assis en gare de Colmar sur le siège même que Sourisette avait quitté 13 minutes plus tôt, il en aurait probablement été bouleversé. Restait pour Nussbaumer à régler cette histoire de livre. Aurais-tu un bon bouquin à me proposer ? Je me ferais bien un roman sympa ce soir. Tu m'avais parlé un jour d'un auteur avec un nom alsacien que tu aimes bien. Il paraît que ça vaut le coup. Schmitt ? Oui, c'est ça. Je n'ai jamais rien lu de lui. Mentit Nussbaumer. Tu n'en as pas quelques-uns à me prêter ? Attends, je te les cherche. Assis dans la cuisine de Joël, le vieux notaire feuilleta les premières pages de chaque volume. Dans « Lorsque j'étais une œuvre d'art », il trouva effectivement ce qu'il cherchait. Il ne put s'empêcher de parcourir les 3 lignes tracées au crayon d'une fine écriture régulière. L'œil humide, il pria pour ne pas être en train de faire la boulette de sa vie. Armé d'un cutter, il découpa soigneusement la page de garde, la froissa et la jeta dans le fourneau. Chapitre 24. Après un rude hiver et les souffrances du Mars meurtrier, le printemps avait apporté l'espoir d'une renaissance, d'un nouvel élan. Les populations éprouvées aspiraient à ce que tout redevienne rapidement comme avant, sans qu'on sache si cela signifiait avant l'hiver, avant la crise pétrolière ou avant la Première Guerre mondiale. On y avait droit. Mais les prix de l'énergie et des denrées alimentaires ne baissaient pas, les hôpitaux restaient bondés, le chômage exponentiel suite à un nombre incalculable de faillites d'entreprises, et il y avait toujours autant de rayons vides dans les grands magasins. À Mulbach, les habitants déplacés retrouvèrent leurs foyers respectifs 2 semaines après Pâques, le risque de neige et de fort gel étant quasiment écarté jusqu'au mois de novembre.
Dans l'ensemble, il n'y eut pas de mauvaise surprise, sauf pour la famille du Braunkopf que Joël avait hébergé. Leur ferme avait été squattée pendant l'hiver. Les occupants, indélicats, après avoir liquidé le stock de bois, avaient brisé des meubles pour alimenter le corps à l'eau fin. La rampe d'escalier avait subi le même sort. Dans le foyer du poêle, un reste de livres calcinés attestait qu'ils avaient probablement quitté les lieux par manque de combustible. Malheureusement, ils avaient rebranché l'eau pour utiliser la cuisine et la salle de bain. Après leur départ, le froid avait fait son triste office, toutes les conduites avaient explosé et avec le redoux, elles avaient imbibé les sols, les cloisons, la literie et ce qui restait du mobilier. Par bonheur, la ferme était alimentée par une source. Le débit des fuites n'avait rien de commun avec celui d'une installation raccordée au réseau. Il faudrait néanmoins de nombreux mois pour ranger et assécher les lieux. La famille prolongerait donc son séjour chez Joël, à l'invitation de cette dernière, ce qui simplifierait grandement les déplacements vers l'école et les trajets professionnels du père jusqu'à Colmar. Il avait du reste pris goût au train, dont le fonctionnement était redevenu plus régulier dès la fin mars. Chez les Fischer, le mois de mai fut particulièrement heureux. Malika était enceinte, elle accoucherait fin janvier. Paul et elle étaient fous de joie, sans parler de Léa. Les premières récoltes de pissenlits, de salades, de radis, d'orties, d'ail des ours avaient permis de réintroduire un peu de variété dans les menus. Le petit Léo grandissait à vue d'œil. Il amusait beaucoup la maisonnée avec ses mimiques et ses tentatives de langage chaque jour plus concluantes. Sa marraine préparait activement le baccalauréat, dont les épreuves devaient commencer un mois plus tard. Semaine après semaine, les invités se succédaient à la boutique, et si le niveau des cagnottes supplémentaires n'augmentait plus guère, personne n'avait quitté les lieux sans acquitter volontairement le tarif de base ou un montant approchant. La confiance restait décidément une valeur sûre, même ou surtout en temps de crise. Les opérations incroyables comestibles proposées par MVT et la municipalité dès le début du printemps connurent un succès considérable. Élèves et villageois de tous âges et de toutes conditions plantèrent et semèrent ensemble des journées entières dans tous les nombreux coins de verdure que comptait la commune. Les semences, arbres et jeunes plants avaient été achetés, aux frais de la commune, à une bourse géante aux graines et aux plantes bio, organisée à Freiburg à l'initiative de plusieurs coopératives maraîchères et arboricoles allemandes. Pour rapporter la précieuse marchandise, Frédéric Koenig, le paysan du village, avait fait le trajet avec une grande remorque agricole, escorté de Hubert, Paul, Joël et Marco en gustavette. Au rythme lent du tracteur, qui ne dépassait pas les 30 à l'heure, il leur avait fallu près de 6 heures aller-retour. La municipalité avait fourni le carburant, prélevé sur la cuve de l'école, puisque les engins de chantier et les tracteurs sont les seuls autorisés à fonctionner au fioul domestique. Des céréales et des pommes de terre avaient pris place comme prévu sur le terrain désigné par Hubert, avec le concours de Frédéric et de son matériel. Son cheptel ayant été largement décimé durant l'hiver pour assurer la subsistance du village, il mit en culture plusieurs anciens prés de fauche sur le conseil de Marco. Il avait admis peu à peu l'idée que l'élevage consomme beaucoup trop d'espace et d'énergie par rapport à l'agriculture vivrière. Le président de MVT réussit quasiment à le convaincre que la consommation régulière de viande allait peu à peu devoir sortir des mœurs et qu'un peu de laitage suffirait à ceux qui éprouvaient encore le besoin de nourriture animale. Maintenant, on peut dire que la transition est en marche. S'était réjoui Hubert un soir de réunion de MVT. Nous devrions être un peu préparés pour affronter un deuxième hiver difficile. Eh, vas-y doucement. Le reprit Léa. L'hiver, c'est dans un siècle. D'abord, il y a le bac et surtout les grandes vacances. L'optimisme lucide des têtes de mule n'avait malheureusement pas cours au-delà des limites du village. Malgré la douceur printanière et le retour d'une certaine stabilité, les nuages commencèrent à s'accumuler dans le ciel social courant mai, car aucun signe de sortie de la crise économique ne se faisait sentir. La sacro-sainte croissance, que tous les politiciens présentaient comme la panacée universelle, avait suivi la même courbe que les températures tout l'hiver durant, chutant à moins 26% en mars en raison du congé intempérie obligatoire. Et au lieu de monter à plus 30 comme le thermomètre avec le retour des beaux jours, elle se maintenait aux alentours de moins 2 à moins 1,5%. La consommation marquait le pas, ce dont peu de gens songèrent à se réjouir. La croissance économique, c'est comme celle du corps humain. Elle ne peut être illimitée. Avait dit un jour Marco. Surtout que les ressources, elles, ne sont pas infinies. Et puis, quand on est déjà obèse, on ne peut plus se permettre de grossir. Pour l'heure, c'est plutôt une diète qui nous ferait le plus grand bien.
Mais plus que l'absence de volonté de maigrir, c'est surtout le manque de stratégie alternative pour garantir l'avenir qui obscurcissait l'horizon. Malgré l'alerte du Mars meurtrier, les héritiers nostalgiques des 30 Glorieuses tardaient trop à se remettre en question. La baudruche de la croissance était surgonflée, elle n'allait pas tarder à péter pour de bon. Tout avait basculé le 6 juin exactement, suite à un mot d'ordre de grève générale. Les payes des fonctionnaires, les retraites et les prestations sociales n'avaient pas été versées au début du mois. Un nombre incalculable de ménages était dans le rouge. Le ministre de l'économie et du budget avait tenu un discours lénifiant selon lequel une grave panne informatique avait empêché la mise en paiement, mais que tout rentrerait dans l'ordre dans les meilleurs délais. Le bruit avait rapidement circulé que l'État, en faillite, cherchait désespérément des fonds que plus personne ne voulait se risquer à lui avancer. De toute évidence, le bug informatique était une intox et le peuple était prêt à monter sur les barricades. L'ironie du sort voulut que ça se produise à la date précise où Pierre-Yves, Sabine et leurs compagnons de route devaient lancer le grand appel national et international à la fraternité et à la coopération. Ils avaient réussi à obtenir le soutien de plusieurs médias de premier ordre et seraient les invités du 20h sur une grande chaîne nationale. 2 radios avaient programmé une émission spéciale en début de soirée et des milliers de brochures avaient été imprimées. Le site internet du mouvement avait été réactualisé et n'attendait plus que le clic de mise en ligne. Dès le lendemain, 7 quotidiens devaient publier le texte intégral qui s'était élaboré pour partie à Mulbach à la table des ficheurs. Mais le cri du colibri fut couvert par le rugissement de la foule en furie. Le 6 juin au matin, des manifestations sans précédent eurent lieu dans toutes les grandes villes françaises. Les syndicats faisaient état de 38 millions de personnes dans les rues. Les forces de l'ordre avaient immédiatement été débordées. Pillages, actes de sabotage et destruction volontaire atteignirent un niveau inimaginable. Dès 11 heures, Paris avait pris des airs de champ de bataille. Véhicules en feu, vitrines éventrées, commerçants molestés et dévalisés, passants dépouillés de leurs montres, de leurs téléphones, de leur argent. C'était un spectacle pathétique et révoltant. Vers 14 heures, dans une arrière-cour proche de Barbès, un tas fumant de cartons tout frais sortis de l'imprimerie et soigneusement empilés achevait de se consumer au milieu des ruines calcinées d'un appentis. Sur certains, on pouvait encore distinguer la silhouette d'un petit oiseau à long bec, ailes déployées, symbolisant le courage et la volonté selon une vieille légende amérindienne. Les colibris n'avaient pas eu le temps de faire leur part pour éteindre l'incendie de la vindicte populaire. Peu après 17 heures, la foule incontrôlable envahit le ministère des Finances à Bercy, malgré les tirs de barrage des CRS et de l'armée. Un quart d'heure plus tard, il était en flammes. Les pompiers mirent plus d'1 heure à se rendre sur place, les rues de la capitale étant jonchées de carcasses de voitures, de bancs renversés, de poubelles éventrées. Certaines personnes présentes sur place racontèrent par la suite que les forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles. On parla d'une centaine de morts. Aux alentours de 19h30, les manifestants envahirent le palais de l'Élysée, qui fut pillé et mis à sac en quelques minutes. Heureusement, il ne fut pas incendié. Le président et son entourage l'avaient quitté en début d'après-midi, ne laissant derrière eux qu'une garde symbolique d'une centaine d'hommes, lesquels ne tentèrent même pas de s'interposer. Après le massacre de Bercy, consigne avait vraisemblablement été donnée de laisser déferler la vague, de toute façon incontrôlable, sans faire davantage de victimes inutiles. La folie destructrice frappa alors le Louvre, qui subit le même sort que le palais présidentiel. Plus qu'une véritable expression de mécontentement ou de revendication politique, le mouvement tenait de la folie furieuse, chacun tentant de s'emparer de quelque chose qu'à défaut de paye, il pourrait revendre ou troquer pour assurer sa subsistance. Mais on pouvait difficilement imaginer qu'en période de disette, quelqu'un accepterait d'échanger une statuette mésopotamienne du néolithique contre 1 kilo de patates, à moins d'être agriculteur et collectionneur d'art. Bien sûr, il y avait aussi des objets en or, mais l'or ne se mange pas plus que l'argile des bords du Tigre, façonnée voici 8000 ans par un artiste anonyme. Le chaos fut tel durant ces 24 heures de folie qu'il n'était quasiment pas possible de trouver des sources d'informations fiables. Les quotidiens cessèrent de paraître le 7, définitivement pour la plupart. La télévision diffusait des séries en boucle, entrecoupées du message « En raison des grèves, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter vos programmes habituels et vous prions de nous en excuser. » Les chaînes disparurent les unes après les autres dès le 7 juin au soir. De toute façon,
l'électricité ne fonctionnait plus que par intermittence. La radio allemande, que l'on captait sans peine à Mühlbach, annonça que le gouvernement français avait quitté la capitale dans la matinée du 6 juin avec un bataillon de fonctionnaires administratifs et techniques réquisitionnés. Le président avait décrété l'état d'urgence. Le journaliste qui animait l'émission spéciale Zusammenfall in Frankreich, l'effondrement en France, parla de 1700 morts et de plus de 40 000 blessés pour la seule journée du 6 juin et la terrible nuit qui avait suivi. Le 8 juin, certains bâtiments brûlaient encore. Partout dans Paris, des quartiers entiers avaient été ravagés par les flammes. Il y aurait des dizaines de milliers de sans-logis supplémentaires. Une porte-parole de la chancellerie fustigea violemment l'attitude du peuple français, trop gâté et corrompu par des décennies de laxisme social et économique, dont l'inconséquence risquait d'embraser l'Europe entière, ajoutant à la pénurie déjà sévère les affres de la violence et de la destruction. La suite lui donna malheureusement raison. Des foyers d'insurrection apparurent un peu partout comme des boutons de varicelle. Sous le mot d'ordre « Solidarité avec le peuple français », des foules énormes se rassemblèrent dans les capitales et les grandes villes, où là aussi les débordements furent sanglants. En 48 heures, la plupart des vieilles démocraties basculèrent dans le chaos. Des millions de citadins affamés et terrorisés quittaient les centres urbains à pied, à vélo ou en voiture pour ceux qui avaient pu conserver leur dernier plein, mais personne n'était en mesure de les accueillir ni de faire face à un tel afflux. Une aide internationale se mit rapidement en place avec le soutien des États-Unis, des pays du Golfe, d'Asie et d'Amérique du Sud, qui jouissaient encore jusqu'ici d'une certaine stabilité. Chacun savait qu'elle serait de courte durée, puisque la paralysie des échanges internationaux et l'anéantissement du marché européen poseraient rapidement de gros problèmes à l'échelle mondiale. Pour l'heure, les usines chinoises continuaient de tourner à plein régime, fabriquant des millions de tonnes de vêtements, de jouets en plastique et d'appareils électroniques que personne, ou presque, n'allait plus pouvoir acheter. Afin de contenir l'exode, qui constituait pour les campagnes plus ou moins épargnées une menace terrible, des camps d'accueil furent installés à la périphérie des métropoles. On y conduisait de force toute personne errante, c'est-à-dire sans papier ou se trouvant à plus de 10 kilomètres de son domicile. Là, on pouvait au moins bénéficier d'un peu de nourriture et d'une tente. Mais cette aide, si appréciable soit-elle, cachait une réalité plutôt terrifiante. Des foyers de typhus, de choléra et de dysenterie firent leur apparition dans de nombreux centres d'accueil temporaires, les CAT ou CAT, qui s'avérèrent beaucoup moins temporaires que prévu. Les rixes, les vols et la prostitution y étaient également monnaie courante. Faute d'effectifs et de moyens, qui suffisaient à peine pour assurer la survie des réfugiés, les autorités fermaient un œil, voire les deux. Elles prirent cependant la décision d'adjoindre du bromure et des sédatifs à l'eau de consommation pour limiter au maximum les pulsions viriles et belliqueuses. Dans le Haut-Rhin, des CAT avaient été mis en place à Saint-Gilles et Ribeauvillé pour la zone nord, à Kingersheim et Dannemarie pour la zone sud. Des véhicules des Nations Unies et de la Croix-Rouge sillonnaient les routes en permanence pour rappeler au mégaphone qu'il était interdit de s'éloigner de plus de 10 kilomètres de chez soi. On appréhendait les contrevenants. Les patrouilles remontaient quotidiennement jusqu'à Mühlbach, où elles déposaient des colis d'urgence que les habitants pouvaient venir retirer à la mairie. Un médecin chypriote de la Croix-Rouge internationale avait expliqué à Hubert, dans un français parfait, qu'il était de son devoir d'élu de signaler aux patrouilles tout déplacement d'individus suspects. Même si son interlocuteur n'avait pas voulu se montrer trop inquiétant, le maire avait compris que la menace d'épidémie était prise très au sérieux par la communauté internationale. En complément des CAT, des PUC ou PUC avaient été créés dès le 11 juin. Ces périmètres urbains contrôlés étaient placés sous l'autorité de l'État, contrairement aux CAT qui relevaient de la compétence des Nations Unies. On y distribuait avec le plus d'équité possible les denrées officiellement réquisitionnées auprès des agriculteurs de la région ou fournies par l'ONU. Chaque habitant fut doté d'une carte de rationnement. La difficulté avait été d'éviter que certaines personnes puissent en avoir plusieurs. Les données de l'état civil étant détruites ou inaccessibles dans la plupart des PUC, un système de contrôle simple et fiable avait été mis en place. Pour obtenir sa première carte de rationnement, chaque bénéficiaire était contraint d'accepter la position d'un accusé de réception, un point vert indélébile tatoué sur le dos de sa main gauche. Ensuite, il devait présenter son ancienne carte périmée pour pouvoir en obtenir une nouvelle. Dès lors,
Le souci principal de chaque PUC fut de ne pas se faire voler ou extorquer ce précieux document, ce qui aurait plus ou moins constitué une condamnation à mort. Dans les PUC, l'essentiel de l'activité quotidienne consistait à faire patiemment la queue pour obtenir son colis alimentaire ou pour remplir d'eau au point d'approvisionnement sécurisé le jerrycan de 5 litres remis en même temps que la carte de rationnement. Si l'eau courante aurait techniquement pu être maintenue dans la plupart des agglomérations, il avait été décidé d'interrompre la livraison directe dans les habitations et de distribuer le précieux liquide au compte-gouttes à l'aide de citernes. Ainsi, comme cela se faisait dans les CAT, on y adjoignait un traitement antiseptique, antalgique et sédatif. Ces 5 litres quotidiens étant à peine suffisants pour boire et faire un peu de toilette, l'hygiène devint rapidement un souci. On récupérait l'eau de pluie dans des seaux pour faire fonctionner de temps à autre les toilettes. Pour l'entretien des vêtements, des laveries collectives furent implantées dans chaque quartier. Là aussi, il fallait présenter sa carte de rationnement et faire parfois 3 heures de queue. Des différences apparurent assez vite d'un PUC à l'autre, y compris au sein d'une même ville. Si tous les citoyens étaient soumis en principe au même régime, certains surent user de leur influence, de leur habileté ou de leurs moyens matériels pour améliorer leur confort et leurs approvisionnements. Il fut étrange de constater que certaines personnes fumaient alors qu'il était rigoureusement impossible de se procurer du tabac ou des cigarettes. Si beaucoup avaient profité des pillages pour faire des stocks, il devenait clair au fil du temps qu'ils devaient être épuisés et que des réseaux clandestins s'étaient probablement mis en place malgré la vigilance des Nations Unies et de l'armée, à moins que ces trafics n'aient eu lieu avec leur assentiment, voire en leur sein. Plus que la question de la corruption et de la contrebande, la distribution d'énergie fut à l'origine d'intenses débats politiques. Le gouvernement, qui s'était décentralisé à Bordeaux, décida que le producteur national ne fournirait plus de courant à des consommateurs forcément insolvables. De toute manière, la production n'était plus garantie, le personnel technique et administratif étant bloqué à domicile comme tous les travailleurs. Il allait donc falloir opérer des choix stratégiques judicieux. Le courant, comme l'eau et les biens alimentaires, fit donc l'objet d'un arrêté national de réquisition. Seuls seraient maintenus les sites de production sans risque technologique particulier et indépendants des approvisionnements extérieurs. Éoliennes, installations photovoltaïques, centrales hydroélectriques. Les centrales thermiques et nucléaires seraient mises à l'arrêt en attendant de statuer sur leur devenir. Bien entendu, la production étant réduite de 90%, seuls les organismes exerçant des missions de salut public pourraient en bénéficier. À Mulbach, dès que le réseau cessa d'alimenter le village, les agents communaux raccordèrent le foyer paroissial et la mairie à la centrale en tirant des câbles spécifiques le long des poteaux de téléphone. Ce n'était probablement pas légal, mais cela permit de profiter de 2 lieux éclairés le soir, de manière à pouvoir se réunir, lire ou écrire dans de bonnes conditions. Le foyer paroissial devint plus que jamais un point incontournable de rencontre et de convivialité. Les ados apprécièrent de pouvoir continuer à y organiser leurs soirées dans lesquelles la musique enregistrée tenait un large rôle. À chaque début de rencontre, ils avaient également la possibilité, 2 heures durant, de brancher leur console de jeu. La charte initiée par Léa, que tous avaient signée plus ou moins volontiers, excluait toutefois les jeux contenant des armes, sous quelque forme que ce soit, ce qui réduisait significativement le nombre de titres autorisés. Ils furent les premiers surpris de constater que l'usage des consoles vidéo allait spontanément se réduire au profit d'activités plus collectives et festives. Seuls quelques accros utilisaient encore leurs 2 heures d'écran jusqu'à la dernière seconde et râlaient quand venait l'heure de lâcher les manettes. Partout en France, il en allait probablement de même dans le reste de l'Europe, des bataillons entiers de cadres, de techniciens et d'ouvriers furent réquisitionnés, en grande partie au sein de la fonction publique territoriale, pour assurer les tâches prioritaires, notamment dans les domaines de l'énergie et de la santé. Ils furent placés sous le contrôle de l'armée, chargés d'assurer leur localisation, leur diagnostic sanitaire, puis, s'ils étaient en état de servir, leur regroupement, leur hébergement et leur ravitaillement. On leur promit de rétablir leur rémunération à hauteur de 75% du salaire initial et de leur verser l'intégralité des salaires de juin et de juillet. Pour certains, ce fut une occasion inespérée d'échapper à la promiscuité insupportable des PUC et de retrouver une activité salutaire, ou tout simplement la garantie d'être au moins nourris.
Beaucoup refusèrent cependant cette promotion pour ne pas abandonner un conjoint, des parents ou des enfants dont le sort ne tenait qu'au fil ténu de l'aide internationale qui, comme la douceur estivale, n'aurait qu'un temps. L'hiver risquait d'être pénible, en tout cas bien plus encore que le précédent.